Bonjour aux auditeurs de UCAD FM 94.7. Nous continuons la série des entretiens dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de Thiaroye 44. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'historien Mamadou Fall dans ce studio et Florian Bobin avec nous. Il pourra intervenir à des moments pour relancer, pour avoir des précisions sur certains sujets. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous reçoit à la fin de la première partie des commémorations du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. D'abord, une question d'ordre général sur les activités telles qu'elles ont été menées. Quel regard vous portez sur leur organisation et sur le contenu que vous avez vu, que vous avez entendu. Bon, merci d'abord de m'inviter à cette conversation. Bon, je dois dire quand même qu'à la fin de cette commémoration, c'est un immense sentiment de satisfaction que j'en tire. Et je crois pouvoir dire que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a une unanimité qui s'est faite autour de l'événement, par son ampleur, par l'enthousiasme que l'événement a pu créer. Et je crois que, ça en valait la peine, parce que quand même, ça a été un grand moment. Ça a été un grand moment de communication, ça a été un grand moment de réflexion, mais ça a aussi été un grand moment de scénarisation. Parce que quand même, c'est un moment historique, et l'histoire, comme on le sait, c'est pas simplement une question de narratif. L'histoire demande aussi une scénarisation. Et vraiment, ça a été une immense fête, une fête du sens, une fête des lumières, par les représentations qui ont été faites. C'est aussi vraiment une fête épistémologique, parce que moi, au détour de cette commémoration, le nombre de collègues avec qui j'ai pu entretenir une discussion, avec qui j'ai pu débattre, cela montre quand même que la question de Thiaroye, c'est une question importante. C'est pas simplement une question de mémoire à maintenir et à consolider. Mais c'est le moment d'une réflexion sur les enjeux de notre temps. Parce que j'ai l'habitude de dire que Thiaroye, c'est une césure décoloniale. Parce qu'on parle de la décolonisation, on parle de la période post-coloniale, mais on avait du mal à en trouver le point à partir duquel on pouvait marquer cette césure. Et je suis persuadé, on va en revenir certainement dans nos discussions, pour moi, Thiaroye, c'est un moment qui marque la césure coloniale, la césure décoloniale. Parce que les ruptures qui ont été annoncées, les enjeux que cela a suscité, la portée de l'événement montre que quand même, il y a une rupture que cela annonce. Et sur ce qui a été dit sur les enjeux pendant ces jours-là, pendant le colloque ou pendant la cérémonie officielle où le président de la République a parlé, où le président du comité d'organisation a parlé aussi, le professeur Mamadou Diouf, où on a entendu aussi le ministre des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères, sur ce qui a été dit là et aussi au cours des colloques, des discussions. Qu'est-ce que vous en retenez? Si je voulais utiliser un raccourci, j'allais dire que sur Thiaroye, pratiquement tout a été dit. Parce que le leitmotiv que nous répétions ces dernières années, j'allais dire même ces dernières décennies, c'était que Thiaroye, c'était des zones d'ombre, c'était l'oubli. Mais je pense que au lendemain de cette commémoration, ce genre de discours n'a plus de sens. Parce que mon sentiment en tant qu'historien, c'est que autour de Thiaroye, les grandes questions ont été posées. Et pour ces grandes questions, les débuts de réponse ont été donnés. Et je crois que si l'élan se poursuit, si la même synergie se maintient, et quand je parle de synergie, je parle de synergie des chercheurs africains comme synergie avec les chercheurs français. Si le même élan se maintient, je pense que toutes les zones d'ombre dont on parlait ces dernières années vont être définitivement levées. Parce que qu'il s'agisse des archives, qu'il s'agisse de l'information, qu'il s'agisse des séquences de l'événement, qu'il s'agisse même, j'allais dire, des ressorts de l'événement, sur toutes ces questions majeures-là, on a des débuts de réponse.
Moi, je vous dis, par exemple, avant d'aller en France, on avait des questions qu'on se posait tous, en pensant qu'on allait trouver des réponses définitives au détour de nos pérégrinations dans les services d'archives en France. Mais c'est vrai, on a trouvé des documents inédits, on a trouvé de nouveaux documents, de nouvelles archives, mais quand même, on se rend compte que sur l'essentiel, on avait les bonnes intuitions. Et que les archives qu'on a trouvées, au lieu d'ouvrir un nouveau champ, ne faisaient que confirmer les intuitions que nous avions au départ. Quelles sont ces intuitions? Pour ce qui me concerne, par exemple, je ne parlerai pas de l'événement à proprement parler. Mais je n'avais pas de doute en ce qui me concernait que, au lieu de se concentrer sur un événement ponctuel, c'est-à-dire la date de Thiaroye 44, que, au lieu d'être un événement exceptionnel, c'était un fait récurrent. Thiaroye était un fait récurrent. C'était la récurrence de la violence coloniale. Peut-être que le niveau atteint, et justement, on n'arrivait pas à en mesurer l'ampleur, parce qu'on ne connaissait pas le nombre de morts, mais du point de vue de l'impact de l'événement, du point de vue de la conséquence que cet événement a eue dans la vie des soldats et dans la vie des populations de manière générale, au lieu de traduire une exception, c'était une récurrence. Parce que le même événement, on le retrouve... par exemple, moi, je me suis amusé à faire un peu le tour de ce genre d'événements dans l'histoire coloniale. J'en ai trouvé un à Yen Bay dans les années 30, par exemple, et c'était pratiquement de la même nature. Les mêmes types de revendications, les mêmes ressorts. Et bon, en 40, en 41, en 43, en 44, en 45, si on analyse les événements qui ont véritablement traduit une situation le mot confrontation, je l'éviterai, mais une situation d'opposition radicale entre la hiérarchie militaire et civile française et les soldats africains, c'est une récurrence au lieu d'être un événement exceptionnel. Et ça, j'en avais l'intuition. Et mon séjour en France, les documents que j'ai trouvés, les documents qu'on nous a livrés pour certains, n'ont fait que confirmer ces intuitions-là. L'autre aspect, c'est que on n'avait que des ombres dans cette histoire. Aucun chercheur n'avait pu trouver une liste nominative de ces tirailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a toujours étonné d'ailleurs. Comment pouvait-on passer sous silence? Comment pouvait-on occulter la vie, le visage de milliers de soldats? Et pourtant, c'était le cas. Et moi, je me disais qu'il y avait une histoire à faire, et cette histoire, c'était l'histoire de vie, non pas de nombre. Regardez comment, pendant des mois, pendant des décennies, on s'est limité à des querelles de chiffres. Le nombre de tués, le nombre de rescapés, le nombre de condamnés, le nombre de prisonniers transbordés par, disons, sur le Circassia. C'était le genre de débat, c'était le genre de discussion que les historiens avaient. Mais on oublie qu'un nombre, un chiffre, derrière un chiffre, il y a des vies, il y a des histoires, il y a des sensibilités, il y a des formes de socialisation. Et on n'en avait aucune idée. Et vous avez le sentiment qu'on est maintenant sur une piste pour explorer cette... Alors, il n'y a pas de doute à ce niveau. Le doute n'est plus permis à ce niveau. Parce qu'avant, on n'avait que des chiffres, avant, on n'avait que des nombres, mais maintenant, on a des visages. Maintenant, on a des récits de vie. Maintenant, on a des trajectoires qu'on a suivies dans leur insertion dans l'environnement français. On a suivi des destins individuels et collectifs. Et c'est ça l'objet de l'histoire. Et je crois que maintenant, l'histoire de Thiaroye est possible. Parce qu'avant, on faisait plutôt l'histoire d'un événement. Et vous savez, bon, moi, je suis un historien de la longue durée. Je suis toujours sur ma faim lorsque le discours historique se polarise sur un événement. Parce qu'un événement isolé n'a jamais de sens en histoire. L'histoire est toujours assise sur un contexte, sur une longue durée et sur des structures.
bon, l'école des annales a vulgarisé cette lecture de l'histoire que nous partageons tous de nos jours. Lorsque vous polarisez sur un événement, vous ne faites pas de l'histoire, vous faites de la chronique. Je ne dis pas que tout le monde faisait de la chronique, mais la polarisation sur l'événement de Thiaroye nous empêchait d'en voir, j'allais dire, l'épaisseur, d'en voir les dynamiques que cela mettait en jeu, d'en voir les enjeux, et qui sont des enjeux multiples. Et lorsque vous polarisez sur un événement, vous laissez de côté ce qui donne un sens en dernière analyse à cet événement. Et malheureusement, je pense que ça a été le cas pour beaucoup, parce que la nature de l'événement, son aspect dramatique, avait provoqué une telle émotion qu'on avait tendance à ne voir que l'événement du 1er décembre 1944. Mais l'événement du 1er décembre 1944, lorsque vous polarisez la réflexion autour de cela, vous laissez de côté ce qui lui donne un sens. C'est-à-dire l'héritage qu'il a porté, la lame de fond qu'il a portée depuis des décennies, le statut du tirailleur, le lexique autour du tirailleur qui était un lexique qui ne rendait pas compte véritablement de la réalité de la vie d'un soldat. Parce que le tirailleur, c'est un soldat. Moi, j'ai surpris dans certains témoignages de soldats où ils disaient que, mais ils ne sont pas tirailleurs, ils sont soldats. Parce qu'il y a une tradition de ce que j'appellerais un ravalement du soldat africain qui a débouché vers Thiaroye. Il y a un ravalement que l'on voit progressivement s'installer. Le soldat qu'on dénude, le soldat qu'on dépossède de ses grades, parce que cela s'est passé, le soldat qu'on dépossède de sa solde, le soldat qu'on dépossède de sa dignité, ça n'a pas commencé avec Thiaroye. C'est un long cheminement qui a connu un paroxysme à Thiaroye et à Trévé, et c'est le même cheminement qui va se poursuivre à Sétif, à Dimokro. C'est dans la même veine. Parce que moi, je disais tout à fait au départ que derrière Thiaroye, c'était ce que j'avais appelé la fabrique du subalterne. On a construit du subalterne pendant la guerre. Alors que l'objet de la guerre, c'était la liberté, plus de considération, plus de dignité pour le genre humain. Ce qui était une manière de réagir contre le ravalement qui était provoqué par le Troisième Reich. Et regardez le paradoxe. Il y a un grand paradoxe dans... Je crois que l'histoire de Thiaroye, d'une manière générale, c'est l'histoire des paradoxes. Et l'un des grands paradoxes de Thiaroye, c'est d'avoir révélé le dilemme récurrent qui a traversé toute l'histoire de la France. Moi, je pense que la France n'a jamais pu sortir de ce dilemme. Le dilemme, c'est comment concilier l'idéal de liberté et d'égalité et de fraternité proclamé depuis la Révolution française et les nécessités de l'exploitation, de la domination et de l'oppression. Comment exploiter sans renoncer à ces principes? Exactement. C'est le dilemme que la France n'a jamais, duquel la France n'a jamais pu sortir. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de votre mission, à moins que Florian ait une réflexion sur ce qui a été dit. Mais c'est une question et qui va nous permettre peut-être d'aborder le volet des sources, comment faire aujourd'hui. Vous avez trouvé des documents. Je ne sais pas si publiquement aujourd'hui on peut dire ce que vous avez trouvé dans votre mission commandée à partir de Dakar et en France. On peut en dire ce que la prudence du chercheur peut nous autoriser à dire. Parce que quand même, c'est des documents qu'on vient juste de cueillir à partir de fonds qui, pour la plupart, n'ont pas été très bien fouillés. Ces documents-là, il faut les traiter. Bon, on ne l'a pas encore fait, mais je peux vous donner peut-être les contours de cette documentation. Mais si vous voulez, nous, on ne se faisait pas trop d'illusions par rapport aux sources auxquelles on s'attendait de la part de l'administration française. Nous avons été reçus au Quai d'Orsay, et j'ai pris la liberté de dire à nos vis-à-vis que
nous sommes venus pour chercher un type de document qui n'a jamais été délivré. Vous savez, on prête à Joseph Kizerbo cette boutade. Il disait que quand on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne comprend pas ce que l'on trouve. Mais nous, on savait très clairement ce que l'on cherchait en allant en France. En allant en France, on ne cherchait pas simplement des compléments d'information. Parce qu'en fait, c'était ça qui était prévu. On nous avait promis des documents. On avait même arrêté une liste au préalable. On disait que voilà, tel ou tel document auquel on n'a jamais pu accéder, on s'attendait à ce que vous nous fournissiez ces documents. Moi, je n'avais pas de doute que sur cette question précise, nous allions avoir satisfaction. Mais moi, je me disais qu'il fallait aller au-delà, et dès le départ. Dès le départ, j'ai dit à mes amis qu'il ne fallait pas qu'on se contente de ce qu'on voulait bien nous livrer. Les documents qu'on cherchait ne vont pas être livrés. Il faut qu'on aille les chercher. Et j'ai dit au Quai d'Orsay ce jour-là que si, à la fin de cette mission, nous n'arrivions pas à mettre des visages et des noms, c'est-à-dire nous n'arrivions pas à trouver des listes nominatives sur les tirailleurs sénégalais, cette mission aura failli. Évidemment, c'était un peu provocateur de ma part, mais en fait, c'était un sentiment très profond qui était largement partagé par les autres membres de la mission. Parce qu'on savait que la clé se situait à ce niveau. Si on voulait faire l'histoire des tirailleurs, il fallait les connaître. Mais comment pouvez-vous faire l'histoire des tirailleurs? Et c'est en cela que l'événement ponctuel de Thiaroye 44 peut être un événement réducteur si on s'y arrête. Parce que là, il y a eu un combat, il y a eu, disons, un massacre. C'était pas un combat, c'était un massacre. Mais on s'est contenté simplement d'une lecture arithmétique de l'événement. Combien de morts, combien de soldats. Mais on ne savait pas quels étaient ces tirailleurs. Qui étaient ces tirailleurs-là? On ne connaissait même pas leur nom. On ne connaissait pas leur nombre. On ne connaissait même pas leur pays d'origine. C'est vrai, on ne connaissait même pas leur pays d'origine. Et moi, je me suis dit, si on va en France et qu'on revienne sans une liste nominative, la mission aura failli. Parce que c'est l'élément qui manquait au puzzle. Je vous assure, et vous allez vous en rendre compte d'ailleurs, tous les documents qu'on nous a livrés en France, aucun de ces documents n'apporte vraiment un éclairage nouveau par rapport à la problématique de Thiaroye. Je suis désolé de le dire parce que les gens se sont donné la peine d'aller fouiller et de satisfaire la demande de certains historiens. Et sans entrer dans les détails, les contours de ces documents. Non, il n'y a pas de tabou. Bon, si j'en parle pas de manière exhaustive, c'est par prudence. Ouais. Parce que je ne veux pas raconter des histoires. Je suis un historien. Je ne peux pas livrer une information sans avoir fait des recoupements, sans avoir consolidé les informations que j'ai glanées. Mais la nature même des documents constitue en elle-même de nouvelles pistes. Et je vais y revenir. Je disais que le moment de Thiaroye était un moment où on s'est contenté pour l'essentiel d'une arithmétique belliqueuse qui a attaqué, combien de personnes ont attaqué, combien de gendarmes on a mobilisés, combien de morts il y a eu. Il y a une arithmétique macabre, disons, qui a polarisé nos discussions, et c'est normal d'ailleurs, parce qu'il s'agissait quand même d'un massacre. Mais ce qui manquait au puzzle, c'est le visage de ces hommes et de ces femmes, c'est le visage de ces soldats. C'était leur culture, c'était leur pays d'origine. C'était leur vie, à proprement parler, parce qu'il s'agissait de vie humaine. Et ça manquait au puzzle. Et si on se contentait de ce que l'administration française nous livrait, mais l'administration, quelle qu'elle soit, lorsque une administration produit une archive, l'archive, c'est un produit organique de cette administration. L'archive ne peut que refléter le point de vue, la perspective de cette administration. Donc, il ne faut pas nous attendre à ce que, dans les informations délivrées par l'administration centrale, qu'il puisse y avoir des failles qui puissent nous permettre d'avoir une lecture holistique et complète de l'histoire de Thiaroye. Il fallait certainement sortir des chantiers battus, et ce que nous avons fait. Nous avons fait le choix
de ne pas nous contenter de ce que l'administration française nous délivrait à travers ses archives. Et encore une fois, c'est le lieu vraiment de saluer, disons, la courtoisie avec laquelle on nous a accueillis, la disponibilité dont ils ont fait montre. Mais malgré cela, moi, je ne me faisais pas d'illusions. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Tout ce que ces archives pouvaient faire, c'était confirmer ce que les historiens, disons-le, savaient déjà. Je veux dire, les historiens spécialistes de la question, peut-être ils en avaient l'intuition, mais ils n'en avaient pas la preuve. Les archives ne font que prouver, confirmer les intuitions des chercheurs. Mais nous avons fait le parti pris de ne pas nous contenter des archives de l'administration centrale. Nous avons pris le parti, parce qu'on s'est dit, on veut chercher la liste nominative des personnes qui ont embarqué sur le Circassia. Où trouver ces archives? Au Quai d'Orsay, on nous a dit que vous n'allez pas trouver ces archives-là. Vous n'allez pas trouver ces listes-là. Bon, il y a quelqu'un qui a été bien gentil pour nous dire qu'à son avis, la seule source qu'on pouvait envisager pour retrouver ces listes nominatives, c'était peut-être Casablanca. Un excellent confrère qui était qui était avec les compagnons de la Libération, nous a fait cette suggestion. Pour nous dire en France, ce n'était pas possible. Mais nous, on est allé directement dans les archives des communes. On a fait Nantes, on a fait Quimper, on a fait Fréjus, on a fait Rennes. Et on est tombé sur plus de, moi je pense que je peux le dire, plus de 60 listes de tirailleurs sénégalais. Où pour la première fois, on pouvait voir leur nom, leur prénom et leur pays d'origine. Ça, c'était une nouveauté. Et ça, c'est une nouvelle piste. Je n'ai jamais rencontré un chercheur à même de pouvoir affirmer qu'il connaissait les noms des tirailleurs, leur origine et leur trajectoire. Non. On y a aussi ajouté la presse locale. On est allé fouiller dans la presse locale. Et dans la presse locale, on voyait raconter pratiquement le quotidien de ces tirailleurs-là. Comment ils vivaient, comment ils travaillaient, comment ils s'amusaient, quel type de relations ils avaient pu développer avec la population. Et d'ailleurs, j'en suis sorti avec une lecture radicalement, disons, différente. Parce que du coup, je me suis dit, mais dans cette histoire, il ne s'agit pas d'opposer ou de mettre dos à dos la France d'un côté et les tirailleurs sénégalais de l'autre. Le problème est beaucoup plus complexe. Parce que les tirailleurs avaient en face d'eux un État, certes, une hiérarchie militaire, certes, une hiérarchie civile, certes, mais ils avaient avec eux des populations solidaires. Et ça a été une découverte. De voir comment il y avait cette sorte d'osmose entre les tirailleurs et les populations en général, avec leurs marraines, avec leurs amis, avec les mairies, avec certains, disons, prêtres. Vraiment, des gens qui les protégeaient, qui les nourrissaient, qui les guidaient, qui avaient une compassion et une empathie vis-à-vis des tirailleurs. Et ça me permet une lecture plus nuancée. Ce qui fait que je ne pourrais jamais concevoir cette histoire et cette historiographie en termes d'opposition entre la France d'un côté et l'Afrique ou le Sénégal de l'autre. OK ? Et justement, aller fouiller dans la presse locale nous a permis de retrouver le quotidien de ces Sénégalais. Et on découvre qu'ils étaient soudanais, on découvre qu'ils portaient des noms bien connus de chez nous, on découvre leur trajectoire, on découvre leur culture, on découvre leur pays d'origine. Et moi, je pense que c'est à partir de là que l'histoire de la trajectoire des tirailleurs peut être véritablement envisagée dans une perspective holistique et non pas événementielle. Professeur Mamadou Fall avec nous sur UCAD FM 94.7 pour évoquer Thiaroye 44, son traitement et les perspectives qu'offre la commémoration du 80e anniversaire. Vous avez parlé de cette mission
des documents qui vous ont été remis, qui vous ont permis d'avoir quelques informations et de fouiller aussi dans la presse locale. Ça, c'est des sources. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'arithmétique macabre du nombre de morts. On est allé aussi fouiller dans les archives de l'état civil. Et là aussi, on a eu la belle surprise. Par exemple, pour dire les choses, quand nous sommes arrivés, ils ont eu l'amabilité de nous préparer un bon paquet avec des actes de décès. Et ça, on l'avait annoncé depuis très longtemps, qu'il y avait 44 décès avec les noms et prénoms. Et ces 44 décès, on les avait bien préparés pour nous. Bon, il était même question de venir prendre cette liste et de nous en aller. Mais comme on est un peu tenace et un peu têtu, on s'est dit non, il faut aller au-delà. Et au lieu de nous limiter au registre de 1944, on a demandé le registre de 1945. Et là, on a eu la bonne surprise. On a eu la bonne surprise de voir que pour l'année 1945, alors, pour le moment, je suis prudent. Je dirais que beaucoup de tirailleurs sont morts pour l'année 1945. Vraiment. Alors, on a pu établir une liste avec des actes de décès. Et ces actes de décès montrent qu'il y a eu un bon nombre de tirailleurs qui sont morts à partir du 1er janvier 1945. Et donc, sur ce point-là, vous établissez un lien direct entre... Non, justement, c'est là où se situe la prudence de l'historien. Le bon sens me pousse à dire que ces gens-là sont morts des suites de leurs blessures au détour de l'événement de Thiaroye. C'est une question de bon sens. Parce que la plupart... Et j'ai découvert aussi autre chose. C'est que les tirailleurs étaient des jeunes. C'était des jeunes. Moi, quand j'ai vu leur visage pour la première fois, mais j'étais surpris. Parce que l'image que j'avais du tirailleur, je m'attendais à voir des hommes matures, bon, peut-être la quarantaine, etc. Mais c'est des jeunes, 25, la moyenne, c'était 25 ans. Et, bon, un jeune homme de 25 ans, bon, on peut mourir du paludisme, certainement. Mais quand ce sont des dizaines qui sont morts dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, même si je demeure prudent en tant qu'historien, je ne peux pas conclure que tous les certificats de décès que nous avons trouvés pour 45 ont un lien direct avec Thiaroye, mais le bon sens me pousse à faire le lien. Maintenant, c'est là où le travail de l'historien commence. Puisque maintenant, on a leur nom, puisque maintenant, on a leur filiation, on les localise dans un pays, dans un village. C'est maintenant qu'il faut commencer cette histoire. Maintenant, il ne s'agit plus d'un chiffre abstrait. Il ne s'agit plus d'une liste de chiffres. Mais il s'agit de vies qu'on peut traquer, qu'on peut tracer, qu'on peut croiser. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je disais que le travail commence au lendemain de la commémoration. Parce que s'il s'agissait simplement de commémorer un massacre, bon, ok, au plan politique et au plan émotionnel, ça a du sens. Hein. Mais du point de vue scientifique, le vrai travail commence maintenant. Et je dis que ce travail, ça doit être un travail fait de concert, disons, en synergie entre historiens du Sénégal, historiens africains et historiens français. Parce qu'ensemble, il va falloir aller fouiller dans toutes les communes, dans tous les fronts stalag qui existaient en France, reconstituer les listes, reconstituer les vies. Parce que nous, on a une 60aine de listes, mais je suis persuadé que ces 60 listes ne font pas l'ensemble des... Bon, le chiffre que le général Ingold a avancé, c'est 2400. Et moi, je dis ce chiffre-là, je le prends au sérieux. J'ai eu une petite discussion avec Armel Mabon sur ça. Il pensait que, bon, le chiffre, quand même, était erroné, mais non. Lorsque, le 4 novembre, le général Ingold dit qu'on a rassemblé 2400 Sénégalais. Que ces 2400 Sénégalais devaient embarquer le 5. Et que de ce lot, 350 ont refusé l'embarquement.
Mais ce chiffre, je le prends au sérieux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que sur beaucoup de questions, on en avait des intuitions, mais maintenant, le doute n'est plus permis. Moi, je pense pouvoir dire, sans exagérer, que maintenant, sur la base des archives trouvées, on a la confirmation du nombre de personnes qui ont été réunies par les services du général Ingold. On sait que de ce groupe de 2400, 350 n'ont pas pu embarquer, parce qu'on les a retrouvés après, à Morlaix, en Bretagne. Et on sait que, d'après plusieurs sources, le reste a pu prendre le circassien. Maintenant, la question est de savoir, le doute peut-être persiste par rapport à l'escale de Casablanca. Parce que nous, on a cherché aussi au niveau de l'état civil. À Casablanca, je n'ai vu qu'un seul Sénégalais mort à Casablanca. Un seul. Et pourtant, on nous parle de 300 Sénégalais qui seraient restés à Casablanca. Bon, là aussi, c'est une question de bon sens. Mais même si on admet cela, cela veut dire que en quittant Morlaix, en passant par Casablanca, si on admet que 300 Sénégalais sont restés en rade à Casablanca, on peut avoir au moins une idée du nombre de personnes qui seraient arrivées effectivement jusqu'à Dakar. Et ça, tous les chercheurs disent pratiquement le même chiffre. Il y a une petite variation de 20 unités, mais la moyenne, c'est entre 1300 et 1280. Donc, on est à peu près sûr que le 21 novembre 1944, à peu près, ou plutôt 1280 tirailleurs sont descendus du Circassia au port de Dakar et ils ont été transférés à Thiaroye. Et là, je vous dis, parce que quand même, quand plusieurs sources convergent pour dire la même chose, mais attendez, je pense que le doute n'est pas permis, même si on veut être prudent, parce que c'est la prudence qui doit être la mise lorsqu'on est un chercheur qui se respecte. Je vais vous faire un scoop. Hier même, dans la nuit, j'ai reçu un document de la CIA, de la CIA, qui date du 11 novembre 1944, qui est un rapport de l'attaché militaire local qui parle des événements de Thiaroye. Et il donne le même chiffre, 1300. Il donne plus de précision d'ailleurs. Parce que dans ce rapport, il dit que dans le groupe, il y avait 900 qui étaient plus ou moins malléables, qui acceptaient les règles et qui avaient accepté d'être dans les rangs. Mais il dit, le rapport américain dit qu'il y en avait 3 qui étaient les récalcitrants et les têtus. Vous savez, je pense que la discussion autour des chiffres commence à s'éclaircir. Parce que, bon, il y a des gens qui donnent des chiffres fantaisistes, hein, parce que quand même, un chiffre est fantaisiste lorsque vous ne pouvez pas l'étayer avec une documentation ou des sources. Mais quel chiffre serait fantaisiste, par exemple? Bon, je ne vais pas m'attaquer à des collègues, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. Par exemple, lorsqu'on nous parle de 600 morts, c'est pas prouvé. Non, c'est pas prouvé. Mais tout est possible, mais en tout cas, c'est pas prouvé. Mais le chiffre qu'on peut mettre sur la table avec un début de certitude, vous voyez, je suis prudent, avec un début de certitude, il y a au moins 200 morts pour Thiaroye. Au moins. Et là, il y a plusieurs éléments pour étayer cela. Moi, je suis un peu surpris de constater que mon grand maître Mbaye Gueye avait plus ou moins pressenti cela. Lui, il parle de 191 Mais morts. c'est vrai. Et brusquement, on retrouve comme une confirmation autour de ces chiffres qui avoisinent les 200. Maintenant, professeur, vous êtes allé dans plusieurs endroits en France, état civil, administration, vous avez parlé de Casablanca aussi, mais
aujourd'hui que ça constitue quelque part un point de départ aussi pour autre chose. Vers quelle autre source peut-être peut-on s'orienter pour avoir une confirmation de ces débuts d'hypothèse de ce qu'on a? Vers quelle autre source? Non, vous savez, je disais que quand on allait en France, on avait une approche ouverte de la question. On ne voulait pas nous polariser sur les sources administratives données par l'administration centrale. Et très rapidement, dans nos conversations, on a pris plusieurs détours. Moi, par exemple, avant d'aller en France, j'envisageais d'aller en Angleterre. Parce qu'on s'est rendu compte, et on a eu plusieurs informations pour l'été, les sources du Colonial Office ou les sources du War Office britannique, mais quand même, l'Angleterre était partie prenante dans cette affaire-là. Et ces sources, que je sache, bon, il y a très peu de chercheurs qui ont eu la curiosité d'aller fouiller là-bas. Et on s'est dit, moi j'ai toujours arrêté la décision d'aller à Londres pour fouiller ces archives, mais il faut nécessairement aller fouiller dans ces archives-là. Et on aura certainement la confirmation, si c'était encore nécessaire, sur le nombre, parce qu'on oublie que le Circassia, c'était un bateau anglais. Et comme, bon, c'est vrai que Armel Mabon elle m'a même donné une copie du manifeste, mais le manifeste, bon, il n'y a aucun nom. Dans ce manifeste, par exemple, on a le nom et les prénoms de tous les membres de l'équipage. Mais les passagers, aucun nom. Et pourtant, le manifeste existe. Et je me dis que, comme on a... Vous savez, bon, c'est un travail de longue haleine. Parce que comme on a le nom des 280 membres de l'équipage, je crois que c'était 280 membres de l'équipage, mais ces gens-là ont une vie, ont une trajectoire. Et si on est un historien, bon, sérieux, quand même, cherchant la bonne information, c'est vrai que ça fait plus de 8 décennies. Mais ces gens-là ont dû laisser des archives privées. Ils ont dû laisser une descendance. Et c'est une piste qu'il faudra envisager. Retrouver les passagers du Circassia. Parce que maintenant, on a leur nom, leur prénom et leur lieu de localisation. C'est une bonne piste. Les membres de cet équipage-là, eux-mêmes constituent une source. Leur descendance aussi constitue une source. C'est la même chose les Américains étaient aussi présents. Les Américains étaient présents. D'ailleurs, dans les documents du Circassia, dans les documents que Armel Mabon avait trouvés à Londres, il y a une lettre du consul britannique qui était présent à Dakar et qui disait que le même jour du 1er décembre 1944, il a vu des Américains venir sur le site même de Thiaroye et ils ont pris beaucoup de photos. Et ils s'en plaignaient d'ailleurs. Bon, les Français s'en plaignaient parce qu'ils n'étaient pas contents de voir les Américains, etc. Mais moi, tout de suite, j'ai pris la balle au rebond. Je me suis dit, il y a une piste américaine qu'il faudra explorer. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que vous savez, aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle le Freedom of Information Act. Cela donne la possibilité à tout citoyen américain de demander des informations sur n'importe quel événement du passé ou du présent. Et j'ai utilisé ce canal. Et je vous dis, ça a été payant. Le document auquel je faisais référence tout à l'heure, le rapport de l'attaché militaire américain, je l'ai reçu hier dans la nuit. Et c'est un document de 4 pages qui donne le point de vue des Américains par rapport à l'événement. Et qui va ouvrir d'autres pistes aussi, certainement. Bon, là, il ne faut pas... Parce que, là, encore une fois, je disais que les archives, ça confirme. C'est vrai que moi bon, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus, parce que si on devait faire, par exemple, l'histoire du Sénégal à partir des seules archives, mais on n'aurait pas la possibilité de réécrire cette histoire. Parce que les archives, quand même, comme je l'ai annoncé au départ, c'est le produit organique d'une administration, surtout lorsqu'il s'agit d'une administration qui a à cœur de préserver un narratif qui lui est propre. Donc, avec les archives, il faut trouver d'autres. Avec les archives écrites, il faut en trouver d'autres. Et je vous dis, je disais que les archives américaines, par exemple, confirment les intuitions qu'on avait au départ.
Sur le chiffre, par exemple, l'archive américaine donne le chiffre de 1300. Mais il y ajoute des détails qui nous permettent d'avoir un contexte beaucoup plus, disons, ouvert. On a une meilleure intelligence du contexte à partir des archives américaines. Mais j'annonçais la possibilité de trouver des photos, parce que quand même, les photos là existent. Et ce n'est pas infirmé par l'administration américaine. La réponse que j'ai reçue, ils me promettent de continuer à chercher pour ces photos. Bon, la question est de savoir si ces photos sont encore sous le secret défense, parce que dans tous les cas, je pense que l'administration américaine est moins frileuse quand il s'agit de donner l'information. Et je suis très optimiste. Je pense que ces photos, on finira par les trouver. Oui, vas-y, Florian. Puisqu'on parlait d'archives, effectivement, de récits de vie qui vont au-delà de bilans macabres, numéraires, etc. Il y a quand même une question qui a été largement soulevée depuis 10 ans, c'est celle des archives officielles françaises, qui ont été remises donc en 2014 par le président français François Hollande de l'époque, au Sénégal. Qu'en est-il ? Certaines disent que ces archives n'auraient pas été remises, d'autres disent que effectivement ils ont été numérisées, pas numérisées. Qu'en est-il, vous, de votre usage de ces archives ? Non, je confirme que ces archives existent. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Bon, moi, la première fois que j'ai pu parcourir ces archives, je me suis dit, mais voilà, on a là tout ce dont on aura besoin pour étayer le narratif français. Encore une fois, il s'agit bien de cela. Parce que les archives, bon, quand même, c'est riche, hein, c'est plusieurs... Je crois que ça fait au moins 3000 vues, 3000 pages. C'est beaucoup. Et très informatif. Et informatif dans le menu détail. Les gens vous raconteront dans le menu détail ce qui s'est passé. Mais c'est le narratif français. Vous trouverez des contradictions entre ce narratif-là et le témoignage, par exemple, les témoignages des témoins. Il y a des témoins oculaires. Il y a des gens qui, directement ou indirectement, ont participé à l'événement, mais qui ont des postures et des points de vue différentes du narratif officiel. Parce que moi, je persiste à dire que une archive, il ne faut jamais la prendre au premier degré. Il faut faire parler l'archive en recoupant l'archive avec d'autres sources. Et les sources, ce sont surtout les sources journalistiques, par exemple, ou les témoignages de témoins directs. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Parce que moi, je dis, oui, les archives de Hollande sont très riches. Mais leur richesse, c'est la richesse du narratif français. C'est un point de vue. Ah, mais c'est ça. Et c'est très clair. Parce que, bon, il y a quelques nuances qu'on peut retrouver par rapport au timing de certains événements. Est-ce que c'est à partir de 9h ou est-ce que c'est à partir de 9h30 ? Mais dans le fond, c'est le même narratif. Parce que le fond du narratif, c'est quoi ? Il s'est agi d'une rébellion qu'on a matée. C'est ça le narratif français, pour utiliser un raccourci. Et les archives, toutes les archives françaises s'évertueront à prouver cette seule et unique chose. Même les nouveaux documents qu'on nous a promis, bon, pour certains on les a. Moi je suis tenté de dire que le seul document que j'ai vu dans le lot qu'on nous a remis, il y a deux documents qui pour moi peut-être présentent une nouveauté. Et c'est une nouveauté qui ne fait que confirmer une intuition. Moi, je parle pour moi-même. C'est un télégramme du général Ingold daté du 4 novembre 1944. Et dans ce télégramme, il dit que nous avons réuni 2400 Sénégalais et que nous nous préparions à les embarquer pour le Circassia. Et le Circassia, on sait qu'il a embarqué le 5 novembre, donc le lendemain. Une archive qui dit le 4 qu'il y a 2400, c'est une bonne source. Même si il faut en abstraire les 350 qui ont refusé d'embarquer le lendemain. Parce que ces 350, on les a retrouvés. Donc c'est une information, moi je parle de documents clés. Il y a des documents clés qui nous renseignent et qui fixent l'événement.
qui ne permet pas le doute. Parce que quand même, il y a des questions sur lesquelles on peut pinailler, on peut discutailler, mais il y a des questions quand même sur lesquelles on peut s'entendre. Mais là, sur ce point-là, vous indiquiez tantôt qu'une archive, c'est forcément le fruit d'une administration qui produit son propre récit. Exactement. Donc ce chiffre de 2400 peut aussi être contesté par d'autres rapports. C'est-à-dire que mettre en avant un chiffre dans un rapport officiel ne fait pas gage d'une vérité absolue non plus. Mais je vais vous dire, non, vous avez parfaitement raison. Mais lorsque le même chiffre est confirmé par plusieurs sources, vous savez, je vous ai parlé de l'existence des listes qu'on a trouvées dans les archives, disons, des municipalités. Dans l'état civil. Oui. Non, même pas de l'état civil, mais des archives des communes. Des communes. Je ne parle pas de l'état, mais je parle des listes nominatives. Oui. Pour la plupart de ces listes nominatives, il s'agissait de travailleurs qu'on faisait travailler dans les champs, disons, dans l'agriculture pour l'essentiel. Et dans ces archives-là, vous trouvez des listes où on dit il y a 2400 Sénégalais, il y a 560 Marocains, d'ailleurs ça m'a surpris d'ailleurs, 560 Marocains, 560 Tunisiens, 300 Malgaches. Mais lorsque ces chiffres-là sont confirmés le 4 novembre 1944 par le personnage qui avait en charge toutes les troupes françaises, je dis que, bon, vous pouvez toujours douter, mais quand même, disons-le. La probabilité que ça soit vrai. Non, c'est une probabilité très forte qu'il s'agit du bon chiffre. Mais je vais vous dire plus. Parce que toute la difficulté de cette arithmétique macabre-là, c'est parce qu'on n'est jamais tombé sur les bons tableaux, j'allais dire. Parce que vous pouvez trouver une multitude. Ça m'a étonné d'ailleurs, parce que quand on connaît la rigueur des militaires et qu'on parcourt des milliers et des milliers de kilomètres d'archives sans retrouver de liste nominative, c'est suspect. Mais bon, quand même, en 1946, on tombe, mais c'est tout à fait par hasard, dans les archives du Sénégal, on tombe sur un tableau qui récapitule le nombre d'Africains, de tirailleurs sénégalais présents à Thiaroye en 1944. C'est un tableau extraordinaire. Parce que dans ce tableau, il est dit qu'en 1944, au camp de Thiaroye, il y avait 400 Sénégalais et 583 Soudanais. Pour toute l'année 1944. Et c'est un document, c'est un tableau qui porte la signature du général Dagnan. Mais là, on se pose des questions. Si en 1944, en décembre 1944, les seuls tirailleurs qui étaient en place à Thiaroye étaient des Sénégalais et des Soudanais, mais qu'en est-il maintenant des Béninois, des Mauritaniens, des voltaïques. Donc, et puis l'archive telle que, je veux dire, le tableau tel qu'il était fait, mais quand même le doute n'est pas permis. Parce que dans tous les cas, ce tableau établit définitivement le fait que en décembre, au lendemain, disons, de la tuerie, sur le champ arithmétique, il ne restait que 1083 tirailleurs. C'est l'arithmétique établie par le général Dagnan en 1946. Mais dans le même temps, ce même général Dagnan qui présente 35 puis 70 morts dans un même rapport, donc justement, il y a aussi une élasticité de ces rapports-là. Voilà. Vous voyez tout de suite que le puzzle est en train de se dénouer. Parce que si dans l'arithmétique globale, il y a un gap, bon, disons de 200, parce que si vous prenez 1280, ok, vous enlevez 950. Vous enlevez 1083. À peu près. 500 et 580. Non, le gap, c'est autour de 200. Et vous voyez tout de suite que les statistiques officielles ne parlent que
de 24 plus 1, ensuite 35. Après Hollande vient confirmer pour parler de 70. Mais là, on a beau être prudent, mais c'est très tentant de compléter les 200. Surtout lorsqu'on tombe sur des actes de décès qui complètent le tableau. Et puis dans tous les cas, il est établi que en 1944, au lendemain de 1944, après la tuerie, il y a un gap de 200 et quelques qu'on n'arrive pas à situer. Parce que dans tous les cas, ce ne sont pas des Sénégalais, ce ne sont pas des Soudanais. Mais ils ont disparu. Ils sont où? Ils sont où? On ne les comptabilise pas pour 1944. Ils sont où? Donc, l'hypothèse minimaliste serait de dire qu'ils ont disparu. Ce sont des disparus. L'hypothèse maximaliste, qui n'est pas l'hypothèse la plus prudente, c'est qu'ils ont été tués. Absolument. Absolument. Bon, moi, je n'ai pas encore franchi le pas, parce que j'ai des documents qui me prouvent qu'il y a les Sénégalais qui sont morts, mais il me faut établir un lien direct entre leur mort et l'événement de 44. Mais ça, c'est le travail de l'historien que nous allons tous faire ensemble. Alors, Florian, tu as... Oui, juste pour faire suite à ce propos-là, si tu me permets, Cisco. Oui. Vous parlez donc de faire ce travail-là. Il y aura un livre blanc qui va paraître au cours du printemps, enfin dans les prochains mois. Mamadou Diouf a annoncé le 3 avril. 3 avril. Que faites-vous à partir des archives que vous avez pu consulter? Que faites-vous de toute la littérature existante? Dans le travail d'historien, il y a d'abord une revue de la littérature, évidemment, à partir de laquelle ensuite on complète sur les archives qui viennent renforcer celle-ci. Quelle est la place réservée aux travaux, par exemple, de Baïgué que vous évoquiez, de Armel Mabon, de Martin Moore, dans ce livre blanc qui fait partie de ce comité de commémoration? Vous savez, je pense que je ne sais plus qui disait que un travail n'est créateur que lorsqu'il est continuateur. Parce que bon, nous tous, nous sommes le produit d'une école. Moi, Baïgué, il a été mon prof. Et vous voyez un peu la chaîne épistémologique qui s'est développée. Moi, Baïgué était mon prof, il m'a formé, et à mon tour, j'ai formé Samba Diop, qui aujourd'hui est en train d'enseigner l'histoire dans les lycées. Et la chaîne, et c'est la même chose, je peux en dire autant de Rokhaya Fall, je peux en dire autant de Adama Ali Pam. Nous avons été tous formés à la même école. Et nous avons le même héritage épistémologique, en termes de méthodologie, en termes de sources, en termes de lecture, en termes de perspective. Mais c'est de tout cela qu'il va falloir, mobiliser pour produire un discours cohérent et acceptable. Parce que le discours cohérent et acceptable, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre, ce n'est pas un discours polarisant, mais c'est un discours scientifique. Et c'est un discours scientifique qui prend, à partir d'hypothèses, qui adopte ce qui a été confirmé par les sources. Et ça, c'est un travail qui ne peut pas être le fait d'une seule personne. Tout ce qui a été produit a fini par informer notre propre lecture de l'événement. Moi, dans l'événement tel que je l'ai conçu, j'en profite pour dire que je ne suis pas spécialiste de l'histoire contemporaine. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas ma spécialité. Mais écoutez, j'ai été formé par de grands maîtres dans ce registre-là. Boubacar Bari, Abdoulaye Bathily, Baïgué, j'en passe, Yorofal, sont des gens qui nous ont formés. Et dans notre formation, nous avons été suffisamment préparés pour que, au détour de chaque événement, nous puissions replacer l'événement dans son contexte, dans ses structures et dans la longue durée qui fondamentalement lui donne un sens. Donc nous sommes tous embarqués dans un même élan. Ok? C'est pour vous dire que, par exemple, les travaux de Martin Moore, les travaux de Armel Mabon, mais nous les comptabilisons dans notre corpus épistémologique. Ça fait sens et ça nous permet d'avoir une meilleure intelligence de la chose. Donc il ne s'agit pas d'une lecture sectorielle, parcellaire, qui serait le produit des seuls Sénégalais ou d'un seul historien. Non. Nous partageons tous le même environnement épistémologique. Nous avons les mêmes héritages méthodologiques. Et c'est la conjonction de tout cela qui va finir par nous permettre
de produire un discours audible et acceptable. Le discours que nous allons produire sur Thiaroye, le défi c'est d'amener un Français à l'accepter, finalement, en disant qu'en fait, ce n'est pas un discours partisan, ce n'est pas un discours qui exagère, c'est un discours qui est basé sur la vérité historique. Et la vérité historique, quand même, on y adhère facilement, parce que c'est le discours du bon sens. Donc vraiment, si cela répond à votre question, j'ai un grand respect pour les travaux de Armel Mabon, de Martin Moore et même de Julien Fargetas, même si ça a des relents révisionnistes des fois. Mais c'est un discours qui, dans sa contradiction, me permet d'affirmer mes hypothèses et de les affiner. Et c'est tout cela l'histoire. Et au-delà du document, du livre qui va faire un peu la synthèse de tout ce qui a été produit et de là où on en est aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure qu'il ne faut pas prendre Thiaroye de manière isolée, se polariser sur Thiaroye. Exactement. Et avant-hier, il y a eu un appel sur les archives pour Thiaroye, mais l'idée derrière, c'est aussi que les archives soient ouvertes sur beaucoup d'autres sujets qui ressemblent à cette histoire-là. Pour vous, ce document doit être un point de départ pour cela, la question des archives en général, et que Thiaroye ne soit pas pris comme un élément, un point isolé. Merci de poser cette question. Parce que vous savez, tout à l'heure, à l'entame de notre conversation, je disais que Thiaroye était une césure décoloniale. Ce n'était pas un mot que je lançais comme ça par fantaisie. Regardez un peu, arrêtons-nous un moment sur le moment de Thiaroye. C'est quoi? De quoi il s'agit? Il s'agit de populations qui avaient des noms, qui avaient une culture, qui étaient partis de villages, qui appartenaient à des communautés linguistiques, à des communautés culturelles, mais parfaitement identifiées. Hein? On savait que celui-là c'était un Bamileke, celui-là c'est un Wolof, celui-là c'est un Diola. Ils étaient là dans leur culture, et l'habillage de leur culture. Donc ils étaient là avant que la chape de plomb de la territorialité ne les charcute et ne les lézarde en nations éclatées, en États-nations divisées. C'était un moment où, dans leur culture, dans leur sang, dans leur fraternité d'armes, ils avaient déjà forgé les ressorts du panafricanisme. Parce que en 1944, on n'avait pas encore cette palette géopolitique qu'on a entre les micro-États qui vont finir par émerger à partir des années 50 et des années 60. Donc le moment de Thiaroye était un moment où c'était l'histoire africaine qui était en jeu, qui était en mouvement, qui était c'était le narratif d'une histoire africaine. C'était le narratif de culture africaine. C'était le narratif de terroir africain, où les gens se regroupaient pour l'Afrique, dans une Afrique, à un moment où l'effet de Westphalie n'avait pas encore créé les territoires qui allaient polariser et faire éclater leur culture. Donc, le débat, c'est quoi? Le débat derrière Thiaroye, c'est la porte pour l'histoire du possible. Parce que l'histoire de nos États, mais c'est une histoire scénarisée, parce que les États, bon, je ne vais pas vous apprendre cela, depuis Berlin, ce sont des calques qu'on a surimposés sur des cultures. Et on avait des populations qui avaient certes leurs différences, mais qui appartenaient au même ensemble culturel. Mais l'effet de l'État territorial les a divisés, les a éclatés, les a balkanisés. Et justement, Thiaroye, c'était un moment où l'Afrique, je vous renvoie au poème de Senghor, c'était l'Afrique éternelle qui était déjà manifeste. Et c'était manifeste. Ce n'était pas une construction intellectuelle, c'était une construction culturelle, c'était une construction anthropologique, c'était une construction historique. Les gens étaient déjà dans une continuité, dans un continuum historique, ils étaient déjà dans un ensemble culturel, avant que la balkanisation ne vienne les diviser. Donc, les archives que nous allons produire
les narratifs que nous allons produire, l'histoire que nous allons faire va partir de là. Et partant de là, cette histoire sera nécessairement une histoire globale de l'Afrique, une histoire générale de l'Afrique. Peut-être ça va être peut-être la dernière question qu'on va lui poser. Peut-être. Oui. Oui, vas-y, Florian. En fait, ça pose une question qui parfois peut être un peu sensible, mais c'est la tension entre le scientifique et le politique. Vous évoquiez le fait qu'effectivement, avec ces césures décoloniales, comme vous l'appelez, on est dans un contexte où les États ne sont pas encore balkanisés, on n'est pas dans l'État-nation westphalien. Et effectivement, les tirailleurs sénégalais, on le rappelle souvent, ne sont pas que sénégalais, ils sont soudanais de l'époque, dahoméens, voltaïques, etc. En l'occurrence, le comité d'organisation a été mis sur pied par les autorités sénégalaises. On est 64 ans après l'indépendance du Sénégal dans ce contexte d'État-nation post-indépendance. Il y a donc une demande politique qui est répondue par une offre scientifique. Vous parliez de rétablir la vérité. Lors de la commémoration, il y a effectivement eu, le 1er décembre donc 2024, au camp de Tiaroy, un certain nombre de représentants d'États africains, pas tous, parmi les pays qui ont constitué le corps des tirailleurs dits sénégalais. Vous, à votre niveau, en tant que vous êtes à la tête de la sous-commission du traitement des sources, professeur Mamadou Diouf est à la tête du comité dans son ensemble, comment est-ce que vous arbitrez l'écriture de l'histoire d'un point de vue scientifique, avec la rigueur que cela implique, et aussi la production d'un discours politique? Je prends simplement un exemple de deux mémoires aussi qui s'affrontent, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, pour le cas du massacre de Tiaroy, on parle de tirailleurs désarmés qui ont été massacrés, ce qui est effectivement le cas, et donc on vante le mérite de ces tirailleurs, de ces vaillants tirailleurs qui ont versé leur sang pour une France qui finalement les a massacrés. Dans le même temps, il y a aussi des tirailleurs qui ont été enrôlés à Madagascar, au Cameroun, en Algérie, et dont la mémoire aujourd'hui, lorsque vous parlez avec des Malgaches, des Algériens ou des Camerounais, l'image du tirailleur est tout autre. C'est un supplétif de l'armée coloniale qui, pour eux, est un symbole aussi d'oppression et de violence. Donc, dans un contexte étatique sénégalais qui met sur pied cette commission-là, ou ce comité avec ses sous-commissions, comment est-ce que vous arbitrez cette tension-là entre le scientifique, au-delà simplement du Sénégal, avec une vision effectivement panafricaine ou globale, et un discours politique qui se crée dans un contexte étatique sénégalais? Vous savez pourquoi on était tous à l'aise. Nous sommes définitivement des scientifiques, on n'est pas là dans une posture politique. Mais pour une fois, nous nous sommes retrouvés dans un champ politique qui avait comme présupposé un discours scientifique. Le cahier des charges, pour ainsi dire, était inspiré. En entendant le Premier ministre, j'avais l'impression que c'était un historien qui parlait. Il n'y avait pas d'arbitrage entre un discours politique et un discours scientifique. Le discours scientifique servait le politique, mais aussi le politique, donnait une impulsion au discours scientifique. Je vais vous dire, quel est le dénominateur commun entre les deux lectures que vous présentez? Le même tirailleur que l'on retrouve à Madagascar, c'est le même tirailleur qui va défendre la liberté et qui finalement va faire la guerre contre les nazis. Qu'est-ce qui est en jeu? La polarisation, ce n'est pas entre le tirailleur au service du fait colonial ou le tirailleur qui combat pour la liberté. Le dénominateur commun, c'est la violence coloniale. C'est une même violence coloniale qui provoque la réaction des tirailleurs pour défendre leur liberté. Et c'est la même violence coloniale qui force les tirailleurs à aller combattre sur d'autres terres au nom du fait impérial français. Pour moi, j'avoue que je n'ai jamais vécu cette bipolarisation, cette tension à laquelle vous faites référence. Je me suis senti à l'aise dans ce travail et je crois que je peux parler au nom de tous mes collègues. Nous étions à l'aise parce que dès le départ, la commande politique était une commande panafricaine. Dès le départ, la commande politique était une commande faite au nom de la justice et de la mémoire pour le rétablissement de la dignité de ces hommes-là.
À aucun moment, on nous a demandé de raconter des histoires ou de mobiliser, de forcer les faits. Non. On nous a dit rétablissez la vérité en utilisant les méthodologies qui sont les vôtres en tant que scientifique. C'est pourquoi on a été parfaitement à l'aise dans cette affaire-là. On serait vraiment gêné si, pour satisfaire une demande politique, on allait être obligé de tordre le bras à la vérité. Ça n'a jamais été le cas. Parce que dans cette affaire, l'enjeu, c'est simplement de rétablir la vérité. Parce que c'est un narratif occulté. Ce sont des faits qu'on a mis sous le boisseau. Et il fallait nécessairement les faire ressurgir pour que le discours historique puisse être un discours cohérent, acceptable et conforme à la vérité des faits. Et c'est exactement ce que les différentes commissions ont pu faire. Sans aucune contrainte. On nous a laissé toute la liberté. Moi, dans ce champ, à aucun moment, je n'ai reçu d'injonction. À aucun moment. Et je crois que je peux en dire autant pour mes autres collègues. Professeur, une peut-être toute dernière question, c'est aujourd'hui, quand j'analyse le discours que vous nous tenez là, je sens de l'optimisme. Vous allez me dire si je me trompe, de l'optimisme. Avec quel sentiment sortez-vous de cette semaine de commémoration, mais qui marque le début d'un processus? Avec quel sentiment envisagez-vous les jours à venir, les mois, pour que ensuite on arrive à la production de documents, la production d'un discours, d'un narratif qui à la fois rétablisse la vérité, mais apaise des deux côtés? Non, moi je pense que la vérité a une force singulière lorsqu'il s'agit de la vérité. C'est une vérité biaisée qui peut créer des problèmes, des contradictions et des affrontements. La vérité scientifique, je pense que tout le monde finit par l'adopter. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez la convergence qu'il y a entre un Martin Moore, un Armel Mabon, Mamadou Diouf et moi-même et Dabo Fall. Vous pensez que cela relève du hasard? Non, ça ne relève pas du hasard. On est certainement parti de présupposés et de postures politiques radicalement opposées, souvent. Mais on converge dans le rétablissement de la vérité. Parce qu'on utilise les mêmes sources. On utilise la même méthodologie et souvent les mêmes approches. Parce que la réalité est têtue. Vous voyez, je parlais de chape de plomb qui était posée sur la question de Thiaroye. Mais vous voyez vous-même comment cette chape de plomb est en train d'être lézardée de toutes parts. Parce que la vérité émerge. Merci. Parce que la vérité émerge. Et la vérité s'impose. Regardez comment, au détour d'une seule année, brusquement, on a la confirmation de beaucoup des intuitions d'un Mbaye, par exemple. Mbaye, quand même, il a écrit son texte, il a de cela pratiquement plus de 30 ans. Armel Mabon, ça fait plus de 20 ans. Martin Moore, ça fait plus de 10 ans, par exemple. Qu'est-ce qui explique cette convergence? C'est la vérité qui s'impose d'elle-même, avec des documents qui apparaissent, avec des témoignages qui sont ajoutés à la conversation, mais avec cette multitude de sources qu'on a pu mobiliser. Vous voyez, au même moment, sources américaines, sources anglaises, sources françaises, les témoignages, disons, des contemporains, les journaux, toutes ces sources-là convergent vers la même chose. Je dis que c'est la vérité qui s'impose. Et c'est pourquoi d'ailleurs je disais que quelqu'un comme Macron n'avait pas le choix. Parce que la vérité s'est imposée à lui. On ne peut plus revenir en arrière sur ces questions-là. Non, ce n'est plus possible. Parce que tous les éléments sur lesquels on avait des doutes, on commence maintenant à les établir comme certitudes. Mais certitudes, non pas certitudes fondées sur des fantaisies, mais certitudes documentées. Et les documents que nous avons ramenés de France participent de cette confirmation de ces certitudes documentées-là. Voilà. Nous ne sommes pas allés chercher des documents comme ça. Nous sommes allés chercher une vérité documentée. Et ça, on commence à le faire.
Mais justement, vous parlez d'avenir. Si les Sénégalais pensent que dans un îlot, ils peuvent développer tout seuls une réflexion et arriver sur des conclusions qui puissent faire l'unanimité de la communauté scientifique, je pense que, bon, quand même, on se trompe. C'est vrai que nous devons produire notre propre narratif, et on le fait non seulement pour Thiaroye, mais on le fait pour toute notre histoire. Parce que Thiaroye, il ne faut pas l'oublier, c'est un moment de notre histoire. Mais ce travail ne peut être qu'un travail fait en synergie avec la communauté scientifique. Et dans cette communauté scientifique, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Chinois, il y a tout le monde. Et la même convergence à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est cette même convergence qui va réunir des chercheurs de divers horizons. Et ce travail vient de commencer maintenant. C'est en cela que, bon, la commémoration là, c'était une aubaine pour tous les historiens et tous les spécialistes des sciences sociales. Il faut voir l'élan d'enthousiasme qui s'est développé dans la communauté scientifique, non seulement du Sénégal, mais du monde entier, autour de cette question de Thiaroye. Parce que les gens avaient soif d'un narratif alternatif au narratif de l'administration jacobine, centralisatrice de la France. Parce que c'est ce narratif qui s'est imposé pendant 8 décennies. Et maintenant, la donne a changé. Et la donne a changé parce qu'il y a eu une impulsion politique, mais aussi parce qu'il y a eu une dynamique scientifique et épistémologique. Et ça, c'est le fait non seulement des historiens sénégalais, mais des historiens de la diaspora, des historiens français. Mais il y a une synergie formidable qui s'est développée autour de cet événement. C'est pourquoi vous parlez de mon... Je suis un optimiste béat sur cette question-là. Je pense qu'on va progresser ensemble. Et les quelques doutes qui restent encore dans le champ, par exemple sur le nombre exact de morts, très rapidement, on va trouver la réponse définitive. Parce que les certificats que nous avons pu glaner, que nous avons pu trouver, je pense que ces certificats vont confirmer les doutes que Mbaye Gueye, par exemple, avait formulés il y a de cela plus de 30 ans. Et sur ce point, sans pour autant rallonger, mais il y a également la question des fosses communes. Ah oui, justement. Mais justement. Parce que maintenant, et puis la science est venue, bon, il y a comme une conspiration de la nature et du siècle. C'est-à-dire, les nouvelles technologies permettent de scanner la Terre et de retrouver, par exemple, des fosses communes. Et on a des spécialistes qui sont capables de venir vraiment faire des fouilles avec l'utilisation de nouvelles technologies qui pourront nous permettre de dépister là où il y a eu des fosses communes. Bon, on a un groupe d'archéologues très futés qui vont se mettre au travail ensemble. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un travail qui vient juste de commencer. Il y a eu un grand moment de solennité dans la commémoration. Mais le travail scientifique, c'est maintenant que ça commence. Et ça va être nécessairement un travail de synergie, ça va être nécessairement un travail collectif, où on retrouvera Français, Sénégalais, Américains, et tous les scientifiques qui ont quelque chose à apporter dans le rétablissement de cette vérité, qui commence à s'imposer d'elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans les semaines, mois et années à venir, on va certainement faire le point à des moments, l'état de la recherche, l'état de comment on progresse dans la recherche de cette... Sur ce rapport, je suis très optimiste. Parce que rien que hier, on a eu une réunion où on a regroupé quand même beaucoup de personnes qui avaient participé à la préparation. Et bon, on a abouti à la définition de plus de 30 thématiques qui nous permettent quand même d'embrasser large sur les nouvelles questions qu'il nous faut poser, les nouvelles sources qu'il nous faut utiliser, les nouvelles technologies qu'il nous faut mobiliser. Et tout cela va nous permettre de progresser. Et regardez un peu, même si on s'arrêtait dans l'arithmétique des chiffres, toute la littérature, tout le narratif parlait de dizaines depuis 8 décennies. OK? Mais maintenant, sur la base de documents, on ose affirmer que l'échelle est passée de la dizaine vers la centaine. Ça, au moins, on peut prendre le risque de commencer à le dire. Mais ça reste à prouver avec ces
documents que nous avons ramenés, que nous allons croiser, que nous allons compléter, parce que nous allons retourner en France pour compléter ces listes, pour compléter ces documents, ces actes de décès. Mais déjà, le paquet que nous avons nous permet de faire bouger les lignes de la dizaine vers la centaine. Au moins. Vous suivez UCAD-FM 94.7. Nous recevions le professeur Mamadou Fall, historien, président de la sous-commission chargée du traitement des sources dans le comité de préparation, d'organisation des commémorations du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Professeur, nous avons été très très heureux d'échanger avec vous, de converser avec vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je remercie Florian qui me fait travailler un peu en m'invitant à venir discuter avec ses invités. Merci et à une prochaine fois. Merci, c'est mon plaisir.